Bonjour à tous, bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Avant de débuter la présentation, je vais vous donner quelques consignes de fonctionnement pour pouvoir poser vos questions. En effet, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle se déroulent du lundi 9 au vendredi 20 octobre 2023. L'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea-RH Corse et Axis Martinique, opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants, organisent les semaines de l'évolution professionnelle en associant les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement 100% digital. Il est gratuit et il est accessible à tous. Il place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Je vais me présenter, je suis Monique Fleury, je suis manager du service de conseil en évolution professionnelle des actifs occupés en Bourgogne-Franche-Comté pour le réseau EVA. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui pour cette présentation par Amélie Patet et Nathalie Carré. Amélie, je te laisse la parole. Merci Monique, bonjour à tous. Je suis directrice de BGE en Côte d'Or, Saône-et-Loire et dans l'Ain. BGE, c'est un réseau national d'accompagnement et de formation à la création et au développement d'entreprises. Merci Amélie. Nathalie? Bonjour à toutes et à tous, donc Nathalie Carré, je suis directrice de projet entrepreneuriat à CCI France. CCI France, c'est la tête de réseau des 120 CCI répartis sur tout le territoire français, au sein desquels 450 conseillers à peu près vous accompagnent dans la structuration et le développement de vos projets de création d'entreprise. Merci Nathalie. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est « Je veux créer mon entreprise ». Donc, nous allons aborder les étapes pour créer ou reprendre une entreprise et voir comment le conseil en évolution professionnelle peut vous aider et comment mobiliser un dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion pour mettre en œuvre son projet de création ou de reprise. Alors, au même titre qu'un projet de formation, de reconversion, un projet de création d'entreprise, ça se prépare. Et il s'agira de respecter certaines étapes, à savoir utiliser les bonnes méthodes pour concevoir son projet, programmer son projet dans le temps, ça c'est très important, savoir s'entourer des bonnes personnes et penser à des pistes alternatives et éventuellement se former en fonction du projet et des besoins. Je vais laisser la parole à Amélie pour poursuivre la présentation. Donc, les étapes d'un projet de création ou de reprise d'entreprise auquel il vient d'être fait référence, elles sont au nombre de 7. On peut les catégoriser en 7 étapes. Vous les avez sous les yeux. L'idée, l'adéquation entre la personne qui porte le projet et le projet en lui-même. L'étude marketing, où on va parler d'études de marché. L'étude financière, l'étude juridique, sociale et fiscale. Les aides, donc là on parle d'aide financière, on verra ça tout à l'heure, les démarches et le démarrage de l'activité. Donc ce sont 7 étapes que l'on va dérouler tout au long de ce webinaire, en sachant que dans la vraie vie, il est assez rare d'avoir des personnes qui passent vraiment d'une case à l'autre et qui ne vont pas à la case d'après sans avoir terminé la précédente. Dans la vraie vie, en fait, eh bien tout se mêle. L'idée, c'est de procéder avec méthode pour pouvoir balayer l'ensemble de ces éléments et sans doute parfois revenir et ajuster une étape lorsqu'on découvre sur un sujet qu'on a des éléments nouveaux qui vont venir modifier le projet. Et puis, avant de rentrer dans les étapes, préciser aussi que le démarrage de l'activité, c'est le début d'autres étapes et que bien souvent, quand ensuite on crée son entreprise, eh bien, on va réactualiser son étude de marché, sa stratégie commerciale, cette projection financière, etc. C'est pas on les fait une fois et ensuite on n'en parle plus jamais. D'où l'importance de savoir les faire et de pas déléguer toutes ces étapes-là
pour que l'entrepreneur lui-même soit bien aux commandes de son activité. Donc, la première des choses par laquelle il est important de débuter, de vous interroger vous-même, et on le verra tout à l'heure, de rencontrer des interlocuteurs qui vont vous permettre de vous interroger, c'est sur l'idée en elle-même et l'adéquation entre vous, entrepreneur, et votre futur projet, votre future entreprise. En tant qu'entrepreneur, vous allez développer et mettre en œuvre différentes compétences. Et là, quand on parle a fortiori des très petites entreprises, puisque la très très grande majorité des entreprises se créent avec une personne, eh bien l'entrepreneur, il est au cœur de plein d'activités. Produire d'abord, donc produire son produit ou son service, le vendre, gérer l'activité et manager lorsqu'il y a des salariés, mais on manage aussi son environnement de clients, de fournisseurs, de partenaires. Produire, ça nécessite des compétences. Donc, il va falloir vérifier dans cette étape-là, est-ce que la personne, est-ce que vous savez déjà, vous avez déjà l'expérience et déjà la compétence pour produire votre produit ou votre service? Peut-être pas. Et ce n'est pas grave. C'est là qu'on parle aussi de projet de reconversion, lorsque la personne, elle va finalement vendre un produit ou un service qu'elle n'a pas vendu au préalable. Mais on va voir quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour pouvoir acquérir ces savoir-faire. On va travailler dans cette étape-là sur la réglementation. On ne peut pas s'installer dans toutes les activités de manière un peu anarchique. Il y a des activités qui sont réglementées et pour lesquelles il est important d'avoir des diplômes ou une expérience professionnelle avérée. Ensuite, sur la vente, l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que j'ai les compétences, la posture, est-ce que j'ai une bonne vision de ce que ça voudra dire vendre mon produit? Puisqu'une entreprise, elle a vocation à avoir des clients et à pouvoir satisfaire les besoins de ses clients par la vente du produit ou du service. Là encore, ce sont des choses qui s'apprennent et très souvent, les entrepreneurs viennent avec une idée, ils maîtrisent leurs produits ou leurs services, mais ils ne sont pas forcément des commerciaux nés. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, c'est un petit peu le sujet d'appréhension. Et donc là, dans cette étape-là, on va voir où est-ce que la personne en est, quel est le chemin à parcourir par rapport à son activité. Gérer, donc vous avez sous les yeux de quoi on parle, gérer des stocks, gérer sur le plan financier, gérer des délais. On va travailler ici sur toute la partie organisationnelle et puis manager, travailler sur comment est-ce que j'appréhende la question de la relation à d'éventuels salariés, la responsabilité des employeurs sur le plan légal et puis sur le plan aussi de la relation et de la formation, du développement des compétences de son équipe. Là, bien sûr, ce qu'on vit, c'est ce qui est écrit dans l'étoile, c'est que la personne se réalise par rapport à son projet. Et donc, en cela, chaque projet est singulier, chaque parcours est unique. Et l'accompagnement du projet se confond très, très finement avec l'accompagnement de la personne. Et plus l'entreprise est petite, plus il est nécessaire de bien avoir une vision sur les motivations réelles à entreprendre. Sur l'idée, l'adéquation, toujours, c'est une question de compétence, c'est une question d'expérience et c'est aussi une question de posture. Donc, de questionner, il n'y a pas de bon ou mauvais entrepreneur en soi, c'est vraiment la personne par rapport à son projet, dans quel état d'esprit elle est. Au moins, vous questionnez. Vous, quelle relation vous avez à la prise de risque? Quelle relation vous avez avec le fait d'être innovant, de créer? Est-ce que vous êtes à l'aise dans un environnement où vous devez convaincre? Quel rapport vous avez avec la ténacité? Parce que bien souvent, vous allez passer dans des étapes où est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de persévérant ou quelqu'un qui va avoir tendance à lâcher, à abandonner un peu vite. Là encore, c'est pas l'idée, c'est d'être lucide en fait sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes au démarrage de la construction de votre projet. Et puis, c'est aussi une dynamique de savoir repérer et exploiter des opportunités pour pouvoir créer et développer une offre qui soit adaptée, ciblée par rapport à vos clients. C'est là qu'interviennent, et on en reparlera à la fin, les organismes d'accompagnement, toutes les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger pendant votre projet et les étapes que l'on va dérouler ici. Parce que bien souvent, l'entrepreneur, il a une vision assez avec beaucoup d'écart de la réalité, soit avec une surestimation de sa capacité à faire, soit au contraire avec une très grande sous-estimation. Et ça peut
générer des freins. Et donc, c'est dans l'échange avec les personnes et les méthodes et les outils qui sont à disposition, et ils sont nombreux, que l'on peut vous accompagner à stabiliser cette première marche. Comme je le disais, on y revient très régulièrement tout au long des étapes qu'on va dérouler. C'est important de se re-questionner sur ses motivations, son état d'esprit, sa dynamique. Voilà, je vais passer la parole à Nathalie qui va vous parler de l'étude de marché. Alors, l'étude de marché, c'est le point un peu clé. Le premier point quand même qui est important, c'est on utilise le même terme pour désigner deux situations. Vous allez souvent entendre parler d'études de marché et en fait, on va vous expliquer qu'il faut aller à la bibliothèque, lire des études, etc. Et comprendre en fait la globalité du marché, donc le marché national ou international. Si on prend l'exemple de l'habillement, vous voulez ouvrir une boutique de seconde main, par exemple, dans l'habillement, vous allez vous renseigner sur c'est quoi les tendances dans l'habillement, la seconde main, qui est plutôt intéressé par la seconde main, qui sont les acteurs de la seconde main, etc. Tout ça, c'est les grandes tendances, c'est les grandes moyennes. Donc là, vous allez lire que le panier moyen dans la seconde main, c'est X euros. Mais tout ça, ça ne veut pas du tout dire que dans votre boutique à vous, vous allez l'implanter dans la ville, dans la rue que vous allez choisir, vous allez avoir ce type de client pour ce type de budget. Donc, il y a nécessité de faire une étude de marché, cette fois-ci de votre entreprise, donc plus micro, où là, vous allez, le but de ça, c'est d'identifier si le projet que vous voulez mettre, donc votre boutique de seconde main dans la rue que vous avez choisie, dans la ville que vous avez choisie, vous, avec cet espace-là et ces styles-là, pourrait convenir aux clients qui se trouvent dans cette ville-là. Ou si c'est en ligne, évidemment, on a plus de possibilités. Donc, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fin qui concerne votre activité. Donc, en fait, le sujet, c'est un peu ce qu'on appelle les 5 W, voire 6 avec le comment. Donc, où vous allez vous implanter, qui sont vos concurrents. Le marché, c'est la rencontre de l'offre et la demande. Vous allez être une nouvelle offre. Mais il y a déjà plein d'acteurs dans votre ville, dans la ville d'à côté, dans la zone commerciale en sortie de la ville, etc. Donc, il y a déjà plein d'acteurs présents. Il faut que vous les connaissiez parce que vous allez devoir vous mettre à côté. C'est ce qu'on appelle se positionner. Vous allez devoir trouver une différence avec vos concurrents pour vous mettre à côté d'eux et exister à côté d'eux. Vous voyez, c'est exactement comme quand vous allez au marché le dimanche matin, vous avez plein de vendeurs de fruits et légumes, mais il y en a, c'est des producteurs locaux, il y en a, c'est des fruits exotiques, il y en a, c'est etc., etc. Et donc, chacun a sa place et il y a donc une offre pour toutes les demandes. Donc, il faut que vous compreniez bien vos concurrents à vous. Donc, si vous vous contentez de lire des grandes études sur Vinted, le vestiaire collectif, etc., évidemment, ça va faire partie de vos concurrents, mais c'est pas vos concurrents à vous locaux. Okay, vos fournisseurs, évidemment, qui sont-ils, comment ils agissent, quels sont leurs pouvoirs, etc. Éventuellement, vos partenaires. Donc, tout l'écosystème avec lequel vous allez travailler. Ensuite, le plus important, votre offre, vos clients. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer et pour qui? Une offre, c'est pas un produit, c'est une promesse de quelque chose qu'on va servir à ses clients. Et puis, évidemment, comment vous allez pouvoir agir, donc tous les moyens nécessaires, et puis surtout, toute la partie communication. Le fait d'avoir une super boutique, d'avoir une super offre, d'avoir un super service, d'avoir bien travaillé ses process, d'être le meilleur dans son job, ça ne sert à rien si personne ne le sait. Donc, comment vous allez faire savoir que vous existez, comment vous allez distribuer ce que vous proposez, comment vous allez faire revenir vos clients, c'est la fidélisation, comment vous allez assurer éventuellement un service après-vente. Et j'ai oublié quelque chose d'important entre la communication, c'est la vente, parce que communiquer, c'est dire « Oh, j'existe », mais ce n'est pas parce que les gens savent que vous existez, ils vont peut-être rentrer dans la boutique si on parle d'une boutique, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter. Donc après, il y a comment on transforme les gens qui viennent en clients, en acheteurs. Donc ça, c'est toute la démarche commerciale. Donc comment je dis que j'existe, comment j'arrive à vendre, comment je distribue, comment je fidélise mes clients et comment éventuellement j'assure un service client si votre offre le justifie, bien évidemment. Donc voilà,
L'étude de marché, c'est vraiment l'analyse de votre projet dans pas dans sa globalité, mais un marché business, donc l'offre et la demande. Merci Nathalie. Donc, une fois que l'étude de marché a été réalisée, alors ça peut prendre pas mal de temps et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle débouche sur une stratégie. Cette étude de marché, vous allez en faire une stratégie commerciale qui va vous permettre de dire tiens, mon projet, comment je vais le vendre par exemple, et donc on va arriver après à devoir mettre des chiffres et donc on passe sur l'étape d'après, sur l'étude financière. Parce que bien évidemment, si vous vendez en boutique, en ligne, pour reprendre l'exemple qui était donné tout à l'heure, si vous vous positionnez sur plutôt un produit avec une attractivité qui se fait par le prix ou sur le marché du luxe, etc., vous n'allez pas financer les choses de la même manière. Et donc là, quand on passe à l'étude financière, il y a plusieurs outils, supports qui vont vous aider à objectiver tout ce que vous avez réfléchi sur votre offre et puis sur la stratégie qui en découle pour pouvoir voir deux choses. La première, c'est est-ce que le projet il est rentable, c'est-à-dire si je me mets dans une projection de mon activité, est-ce que quand je regarde ce que je vais vendre et ce que je vais dépenser pour pouvoir faire cette activité, est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui est réaliste et qui va me permettre de gagner de l'argent, puisque l'objectif, c'est quand même que vous puissiez vivre de votre activité et en premier lieu, de vous rémunérer. Ensuite, l'idée, c'est de développer du résultat, du bénéfice pour pouvoir faire en sorte que votre entreprise, elle puisse avoir des réserves et elle puisse se développer pour réinvestir. Puis la deuxième chose qu'on va regarder, et je rentrerai ensuite dans le détail de ce qui vous est présenté sur la slide là. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est au démarrage. Au démarrage, de quoi vous avez besoin pour lancer votre activité? Est-ce que vous avez besoin d'acheter du stock? Est-ce que vous avez besoin d'investir dans des machines? Est-ce que vous avez besoin d'investir dans des logiciels, dans du matériel informatique, dans une voiture, que sais-je? Des choses qui vont rester durablement dans l'entreprise. Et pour faire ces achats-là, eh bien, comment vous allez les financer? Est-ce que vous avez de l'apport? Est-ce que vous allez recourir à de l'emprunt bancaire? Est-ce que vous allez solliciter des aides à la création d'entreprise? Donc, comment vous allez financer votre démarrage? Ce financement de démarrage, on l'appelle le plan de financement initial. Donc là, on est sur le chiffrage. C'est ce que vous avez là dessiné, le tableau que vous avez dessiné sur la droite du slide. C'est dire de quoi j'ai besoin de manière structurelle dans mon entreprise. Donc, on parle d'immobilisation puisque c'est de l'équipement qui va être immobilisé, qui va constituer un patrimoine pour l'entreprise. Et donc, en fait, dans un plan de financement, l'idée, c'est que ce soit équilibré. C'est-à-dire que vous ayez la capacité de mobiliser des ressources, que ce soit par de l'apport en capital, par des associés, par des subventions, de l'emprunt, etc., qui vous permettent de financer le démarrage. Avec un élément qui est extrêmement important, c'est de ne pas oublier de financer de la trésorerie de démarrage, puisque entre le moment où vous allez démarrer et le moment où vous allez avoir les premiers clients qui vont vous régler, il va y avoir du temps. Et ce temps-là, c'est aussi le temps de l'apprentissage et du démarrage de l'entreprise. Il y a une grande inertie pour qu'une entreprise démarre. Et donc, il faut financer cette inertie. Parce que si vous n'avez pas de quoi financièrement tenir sur ces premiers mois de démarrage et que vous mettez toute votre trésorerie personnelle dans ce démarrage, au premier couac, ça va nuire à la pérennité de votre entreprise, voire ça va faire en sorte que elle n'ait presque pas le temps de démarrer réellement. Donc ça, c'est le plan de financement. Et puis, le compte de résultat prévisionnel, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est de se projeter dans une vitesse de croisière et de dire, tiens, l'année prochaine et l'année suivante et l'année encore d'après, je pense que je peux faire tant de ventes, donc on va chiffrer le nombre de produits, de services et les transformer en euros, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Après, vous allez avoir différentes rentrées d'argent que vous pouvez prévoir, qui sont des rentrées d'argent récurrentes, donc ça va constituer vos produits. Et de l'autre côté, de quoi vous allez avoir besoin pour faire fonctionner l'entreprise.
d'acheter des matières premières, d'acheter peut-être des objets que vous allez revendre, toutes les consommations d'énergie, l'électricité, les frais de déplacement, les frais de communication, etc., etc. Et bien évidemment la rémunération de vous et ou de vos salariés. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les charges. Et quand on projette les charges et les produits, eh bien, on va regarder ensuite quel est le résultat. Est-ce que le résultat, il est déficitaire, c'est-à-dire on pense qu'on aura plus de dépenses que de rentrées d'argent. Donc, c'est pas grave en soi au démarrage et surtout, c'est comment je vais financer ce déficit-là et de quelle ampleur il est. Mais surtout, c'est de voir la trajectoire. Est-ce que l'augmentation de mon chiffre d'affaires va me permettre petit à petit de au moins payer mes charges et ensuite, bien sûr, générer du résultat, puisqu'une entreprise qui ne crée pas de valeur, eh bien, c'est pas une entreprise qui dure, et donc derrière, c'est pas une entreprise qui va vous permettre de créer de la valeur sur votre territoire et surtout de vivre de votre activité. Et puis dernier élément, donc le bilan. C'est en fait, ce sera après, dans la vraie vie de votre entreprise, ce sera la transposition du plan de financement, c'est-à-dire à la fin de chaque année, chaque exercice comptable, qu'est-ce que vous avez comme patrimoine de l'entreprise, donc des immobilisations et comment vous les financez. Et puis le plan de trésorerie, donc là, on est vraiment sur, faut avoir l'image plutôt du compte bancaire. On projette le compte bancaire, de dire tiens voilà, avec les décalages que je vais avoir de paiement, peut-être avec mes fournisseurs ou avec mes clients, eh bien, est-ce que j'aurai suffisamment de trésorerie, c'est-à-dire d'argent sur le compte en banque pour faire face à mes dépenses, ou est-ce que je vais anticiper le fait que sur certaines périodes, je vais avoir des grosses sorties d'argent, mais peut-être je ne serai pas réglée tout de suite. Donc à ce moment-là, ça se prévoit aussi. Si je sais que là, je vais être à découvert ou avec une trésorerie plus limitée, comment je l'anticipe et notamment je dialogue avec mon partenaire bancaire. Donc tout ça, c'est des éléments en fait qui peuvent paraître parfois un peu aride, mais qu'il est très très important de maîtriser, de savoir faire, refaire, pour pouvoir dialoguer avec votre expert comptable demain, si vous avez un expert comptable, et bien être en capacité de comprendre les mécanismes, mais aussi pour pouvoir vous le faire, parce qu'en fonction de la taille de votre entreprise, peut-être que vous serez aussi le comptable de votre activité. Puis la deuxième chose, et je terminerai par là, c'est de bien vérifier comment vous financez votre activité pour pas vous mettre en difficulté sur trop de prudence. Moi, je vois dans nos métiers, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec une idée de dire moi je veux pas emprunter à la banque parce qu'à titre personnel, voilà, s'endetter c'est pas vécu positivement, etc. Et en fait, c'est très souvent que le recours au financement extérieur, c'est une condition de réussite de l'entreprise. Et que dans votre démarrage, ce sera bien plus facile d'aller convaincre des partenaires de prendre du risque financier avec vous, plutôt que d'aller devant eux une fois que vous aurez eu vos premières difficultés et accidents de trésorerie, par exemple. Donc, ça s'anticipe. Et puis, c'est aussi là où on se rend compte parfois que c'est pas faisable ou que c'est pas réaliste. Et à ce moment-là, on reprend la moulinette en arrière, on reprend la partie étude de marché, on réadapte l'offre et puis on voit à quelles conditions est-ce que c'est finançable. Voilà, désolée si c'est un peu dense, en 5 minutes, c'est pas évident. Si Nathalie, tu veux compléter. Je vais compléter et puis on nous demande de remettre la slide avant, donc je la mets. Alors, en fait, la question, c'est comment j'ai ces chiffres parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui commencent par les chiffres. En fait, les chiffres, ils viennent uniquement de la partie études. Dans un business plan, on dit c'est 80% de Word et 20% d'Excel. Donc, en fait, vos chiffres, ils viennent de vos comment. Ils viennent de là. Ils viennent d'ici. Toutes les dépenses. Donc, comment je vais me faire connaître ? Je vais imprimer des flyers, un devis, un flyer, 500 flyers, c'est 500 €, je dis n'importe quoi. Je vais créer un site internet. C'est combien ? L'abonnement, la conception du site, machin. Ça va dans les charges. Je vais acheter, j'ai besoin comme elle a dit Amélie, j'ai besoin d'une camionnette. C'est combien ? Est-ce que je l'achète ? Est-ce que je l'achète à crédit ? Est-ce que je l'achète en crédit bail ? Est-ce que je la loue ? Si je la loue, je l'achète, ça va pas au même endroit. Donc en fait, vos chiffres, c'est pas doigt mouillé et boule d'Irma. J'ai défini comment j'allais agir. À partir du moment où j'ai besoin d'agir,
j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de ressources, ne serait-ce que de mon temps. Votre temps, c'est du salaire. N'oubliez pas de provisionner vos salaires, même si probablement que dans un premier temps, vous n'allez pas vous payer. C'est même pas probable, c'est très certain. Mais en tout cas, il faut le prévoir parce qu'à un moment donné, il faudra vous payer. Donc, même vous, c'est pas gratuit, c'est du temps, donc c'est du salaire. Du matériel, c'est du salaire. Avoir un site internet, c'est du salaire, enfin, c'est de la dépense, etc. Donc, toutes vos dépenses viennent de vos comment. Après, la question, c'est vos recettes, elles viennent d'où? Eh bien là, logiquement, on ne sait pas. En fait, il y a une époque où on pouvait se dire, alors c'est facile, il n'y a pas Internet, donc on a une boutique avec tant de trucs et puis les gens passent et on a une zone de chalandise et on peut estimer par rapport à, on les a interrogés, il y en a X% qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés, donc ça pourrait faire panier moyen multiplié par tant de pourcents intéressés, ça pourrait faire ça comme chiffre d'affaires, puisqu'un chiffre d'affaires, c'est un nombre de clients multiplié par ou un nombre de produits vendus ou un nombre de clients multiplié par un prix de vente. Sauf qu'aujourd'hui, il y a Internet, qu'on ne sait pas finalement comment les actions de communication peuvent être efficaces ou pas, même s'il y a quelques standards. Donc finalement, le plus simple, c'est de prendre à l'envers et dire, OK, moi j'ai tant de charges et il faut que je gagne de l'argent. Donc j'ai 50 000 euros, je dépense 50 000 euros par an, ce qui veut dire que je dois gagner au moins 50 000 euros, au moins. Donc si mon panier moyen est à 100 euros, ça veut dire que je dois avoir au moins 5 000 clients. 5 000 fois 100, ça doit faire ça. Et donc, comment je fais pour avoir ces 5 000 clients? Donc, c'est plus simple de le prendre à l'envers en partant finalement de qu'est-ce que je vais dépenser et donc qu'est-ce que je dois aller chercher comme nombre de clients. Donc, cette partie-là, faites-vous accompagner parce que c'est quand même un petit peu touchy. Alors, oui, non, c'est toi, Amélie, qui reprenait cette partie-là juridique, je crois, ou c'était moi, je ne sais plus. C'est toi, mais vas-y. Alors, on va faire assez vite parce que là, en fait, c'est le cadrage juridique. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez des partenaires, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, il faut donner un cadre à votre entreprise. Souvent, les créateurs nous disent, je vais faire ça. C'est quoi le meilleur à forme juridique? Il n'y a pas une forme juridique par activité. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Il y a une forme juridique par rapport à vous et par rapport à vos projets de développement. Si vous restez sur une toute petite activité, vous n'avez pas de volonté de développement, que vous avez très peu d'achats, et donc parce que vous êtes sur une activité plutôt intellectuelle, de conseil ou quelque chose comme ça, micro-entrepreneur, ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous ouvrez une boutique, que vous avez beaucoup d'achats et que vous éventuellement vous avez besoin d'un emprunt, évidemment, ce n'est plus adapté du tout. Donc, ça dépend vraiment du projet et puis ça dépend de l'ampleur du projet que vous voulez donner. Si vous démarrez petit, mais vous avez en vision une entreprise beaucoup plus grosse avec des associés demain, avec des salariés où il faudra investir, etc., l'entreprise individuelle n'est pas adaptée. Donc, il y a des formes juridiques pour tout le monde, pour tous les sujets. Il y a des régimes fiscaux pour tout le monde et pour toutes les activités. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, en fait, nous, pour vous aider à choisir, on a besoin de savoir évidemment ce que vous faites aujourd'hui, mais ce que vous envisagez de faire demain. Puis après, il y a aussi des sujets de protection sociale pour le dirigeant, une situation personnelle. Si vous avez n'importe quoi, si vous avez déjà une bonne mutuelle par votre conjointe, du coup, il y a des choses qui sont moins importantes en tant qu'indépendant que d'autres. Si vous avez, en fonction de votre patrimoine, il y a des éléments personnels à prendre en considération, mais surtout des éléments de projet. Donc, en fait, ne posez pas la question de c'est quoi le meilleur statut. En fait, pour être à peu près clair, il y a deux formes juridiques en France, l'entreprise individuelle, la société. Sauf que derrière ça, il y a à peu près 160 statuts différents. Donc, autant vous dire que ça dépend vraiment, c'est du sur-mesure, de ce que votre projet, son développement et votre contexte personnel. Voilà, donc ça, c'est un travail à faire plutôt avec des professionnels.
Amélie, tu veux prendre le relais ou je le fais? Non, je le fais aussi. Oui, mais non, mais je peux prendre enfin, c'est pour poursuivre, hein, on est toujours sur la partie juridique et fiscale, donc vraiment avoir en tête que on vient pas avec une idée définie déjà, parce qu'on parfois on voit des entrepreneurs qui arrivent dans voilà, moi je veux faire une SARL, moi je veux faire, en fait non, c'est vraiment ce qui va être le paquet cadeau autour de votre projet et ça s'étudie. Ce qui est important, c'est de bien savoir quels sont les critères pour vous qui sont importants, qui vont permettre de choisir le statut juridique. Et derrière, il y a des incidences sur la partie fiscale, sur la partie assurantielle, etc., sur la partie sociale aussi. Et de se dire aussi que c'est pas immuable, c'est-à-dire que la vie d'une entreprise fait que parfois, on va changer de statut juridique parce que à un moment ça correspondait bien à ce qu'on a fait, puis finalement après on veut se développer ou on se rend compte que fiscalement c'est plus intéressant ou on s'associe, etc. Et à ce moment-là après on peut changer de statut juridique. Donc c'est des démarches qui sont lourdes, on fait pas ça tous les 4 matins, mais en tout cas ce qui est important pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est de dire à quel moment c'est quoi les critères de choix, donc c'est ce qu'on a vu sur la slide d'avant, et à quel moment est-ce que il faut que je me repose des questions. Donc voilà, là sur la slide, vous voyez aussi qu'il y a des évolutions législatives, donc il faut être en veille en tant qu'entrepreneur, parce que par exemple sur la question de l'entreprise individuelle, eh bien en 2022, il y a eu des lois qui ont fait que maintenant les patrimoines professionnels et personnels sont confondus, alors qu'avant ils étaient voilà, il y avait ce qu'on appelait la confusion des patrimoines, et bien souvent même là il y a le trait avec la maison, mais bien souvent dans l'esprit collectif c'était en entreprise individuelle, si mon entreprise marche pas on va me prendre ma maison, voilà. Ça non, il y a les dispositions légales qui sont en place et qui évoluent, et puis aussi des dispositions que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir faire coïncider le statut juridique et fiscal de votre entreprise avec vos contraintes et vos priorités. Et puis sur la partie fiscale, on terminera peut-être là-dessus sur l'incidence du statut juridique, mais on va aller assez vite parce que sinon rentrer dans le détail ce serait pas forcément digeste dans ce webinaire, mais pour que vous ayez quand même les termes en tête. Sur les entreprises individuelles, vous avez 2 types d'imposition, ce qu'on appelle le régime micro, donc comme micro-entreprise, et le régime réel. Donc sur la micro-entreprise, en fait, vous êtes imposé sur le revenu. Donc les revenus de votre entreprise sont confondus avec les revenus du foyer, impôt sur le revenu. Et puis sur le réel, vous avez le choix soit sur le revenu, soit sur l'impôt sur les sociétés. Donc là, avec quelque chose qui est distinct et qui est basé sur le résultat de l'entreprise réel et non forfaitaire. Et puis ensuite, sur les sociétés, donc il y a 3 grands régimes, mais comme l'a précisé Nathalie, il y en a en fait beaucoup d'autres. Le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARL qui est plus connue, donc et puis la société par action simplifiée qui peut être unipersonnelle. Et là, on est pareil avec des choix d'imposition à faire sur le revenu ou sur les sociétés. Je ne vais pas aller bien plus loin parce que je pense qu'après, il faut vraiment regarder par rapport au projet et par rapport à la situation fiscale du foyer. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes avec quel régime matrimonial? Est-ce que vous avez des enfants, du patrimoine immobilier, etc., etc. Tout ça, ça s'étudie. Mais retenez que ça, c'est technique. Et ce qui est votre plus gros job, c'est vraiment sur la partie commerciale, stratégie, offre, client, etc. Parce que savoir très très bien faire un compte de résultat, par exemple, si vous n'avez pas de chiffre à mettre dedans, ça vous servira à rien. Et savoir très très bien définir la SASU, si derrière votre projet il n'est pas clair, c'est pareil, ce sera pas très opérant. Merci Amélie. On passe sur les aides. Donc là, on est sur les aides d'un point de vue financier. Donc, une fois que vous avez une idée bien précise de votre projet, toutes les étapes qu'on a vues au préalable, eh bien, c'est intéressant et important de se dire comment est-ce que je vais financer mon démarrage et de savoir qu'il y a différentes aides qui existent en France. Alors, soit ce sont des aides sous forme d'emprunt.
Donc, pourquoi on appelle ça des aides? Parce que ce sont des emprunts qui sont à taux zéro, donc ou avec des dispositifs particuliers qui sont plus favorables que le système bancaire ou qui viennent souvent à côté du système bancaire, ou alors qui permettent d'accéder à un emprunt quand on n'a pas la possibilité d'emprunter via les banques. Et puis, on peut avoir aussi des aides à l'investissement, voire de la subvention, puisque les collectivités, suivant votre lieu d'habitation, eh bien mettent en place différents dispositifs pour vous appuyer dans votre démarrage. Et puis, il y a également un acteur important dans l'appui à la création d'entreprises. C'est aussi ce qui fait le succès du dispositif d'émission reconversion, c'est Pôle emploi, puisque pour les personnes eh bien, qui peuvent prétendre à une couverture par l'assurance chômage, eh bien, il y a la possibilité de maintenir son allocation de retour à l'emploi ou de la percevoir partiellement sous forme de capital par Pôle emploi. Donc là, ensuite, c'est le rôle des organismes d'accompagnement que de vous aider à définir quel sera le meilleur financement par rapport à votre projet. Donc, les aides au financement, donc j'ai cité tout à l'heure l'emprunt pour les personnes qui sont exclues du système bancaire. Donc, c'est le travail que mène l'association ADI. Vous voyez le petit logo. Les réseaux Initiative et France Active, eux, ils vont venir apporter des prêts aux côtés des prêts bancaires, où ils peuvent venir aussi apporter de la garantie. Donc ça, c'est aussi important. Donc, pour ne pas mobiliser de la garantie personnelle, mais ils vont garantir le prêt bancaire. La GFIP, c'est un organisme qui va permettre de distribuer des aides pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et le réseau Entreprendre, c'est aussi un réseau qui permet de financer des démarrages d'activités et surtout qui va permettre d'intégrer un réseau avec du mentorat et du parrainage. L'ACRE, c'est une exonération de charges sociales sur les premières années d'exercice de l'entreprise. ARS et maintien de l'ARE, donc c'est le dispositif de Pôle emploi qui permet de mobiliser ces allocations chômage, notamment pour couvrir la période dont on parlait tout à l'heure où votre entreprise démarre mais vous n'êtes pas en capacité de vous rémunérer. Et puis les aides aux investissements en fonction de votre lieu d'investissement, d'installation ou de votre projet, et également même de la subvention. Je pense il y a une prime, par exemple la prime inclusion pour le travail indépendant sur des jeunes de moins de 30 ans qui résident ou qui ont certains critères. Eh bien, il y a des primes distribuées par l'État. Donc voilà. Après, il faut se renseigner pour savoir quelles aides vous pouvez mobiliser dans votre projet. Warning, l'aide, ça peut être attractif, mais ça doit jamais être la motivation à entreprendre. Dire ah bah tiens, je peux avoir 3 000 € là, bon bah je vais créer mon entreprise. Non, l'aide, c'est comme son nom l'indique, c'est une aide, c'est le coup de pouce, mais on ne construit pas le modèle économique d'une entreprise où c'est pas le déclenchement de créer qui va se faire via une aide, ou qui doit se faire par une aide. Merci Amélie. Nathalie, on continue avec les démarches et formalités. Oui, alors ça, encore une fois, c'est quelque chose de technique. Vous ne vous posez pas la question. Vous allez voir les gens qui savent faire. Pour immatriculer votre entreprise, il y a aujourd'hui un guichet unique. Pour l'avoir testé, on n'est pas encore dans une fluidité, une expérience utilisateur parfaite. Donc, vous avez l'URL. Voilà, il faut répondre à un certain nombre de questions. Vous ne pouvez pas répondre à ces questions si vous n'avez pas travaillé préalablement votre dossier, si vous n'avez pas fait vos choix de régime fiscal, régime social, etc., puisque toutes vos décisions, donc l'activité que vous allez exercer, le nom de votre entreprise, votre régime fiscal, votre régime social, la forme juridique, etc., en fait, c'est ce qu'on va vous demander de rédiger dans le formulaire. N'hésitez pas à vous faire aider, soit par votre chambre de commerce ou votre chambre de métier, en fonction de votre activité, puisque il y a des prestations, c'est pas très cher et honnêtement, ça fait gagner énormément de temps. Bien sûr, on peut le faire seul, mais parfois une petite virgule manquante peut faire que le dossier est rejeté. Donc c'est bien de se faire aider. Voilà, on est dans quelque chose de très administratif, très technique. Pareil, comme je disais tout à l'heure Amélie, sur la partie juridique, on ne vous demande pas de devenir des experts de ça. C'est le genre de choses à sous-traiter. Concentrez-vous sur vos clients et sur le développement de votre offre. Et c'est ce qu'on vous demande en priorité.
Donc, pour effectuer tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des professionnels et des personnes compétentes et pleines de bonne volonté pour vous accompagner dans votre projet. Et donc, l'idée, c'est pour vous de les connaître, de savoir qu'ils existent, pour pouvoir vous adresser à eux et ensuite, en fonction de vos besoins et aussi de la relation personnelle que vous allez nouer avec ces partenaires-là, eh bien, vous allez pouvoir construire votre projet et le développer. Entreprendre, et a fortiori quand on est tout seul, c'est tout sauf une aventure individuelle, ou en tout cas, je ferais mieux le dire, c'est une des clés de réussite, c'est vraiment d'en faire un projet collectif. Vous avez les experts comptables, vous avez des organismes de financement, on en a cité quelques-uns tout à l'heure. Bien évidemment, le monde bancaire, les organismes de formation alors technique, mais aussi des organismes de formation sur les compétences entrepreneuriales. Ça ne s'improvise pas de savoir gérer ses réseaux sociaux à titre professionnel, ça ne s'improvise pas de savoir vendre, de savoir pitcher son projet, etc. Donc, il y a des organismes de formation qui existent et au sein des CCI et au sein des BGE que Nathalie et moi représentons aujourd'hui, vous avez une large offre de formation en la matière. Des cabinets d'études, donc notamment pour avoir des données sur le marché. Les coopératives, donc là on fait référence plutôt aux coopératives d'activité et d'emploi, dans lesquelles on va aussi trouver, on peut aussi rapprocher les activités de couveuses ou les incubatests, qui sont des structures qui permettent de tester les projets de création d'entreprise. Donc concrètement, qui vous mettent à disposition un numéro SIRET, vous n'immatriculez pas et vous pouvez commencer à développer votre activité pour voir si c'est fait pour vous, à la fois en termes de posture entrepreneuriale et de rentabilité de l'activité. Donc c'est sur certaines activités. Les chambres consulaires, donc CCI, Chambre des métiers de l'artisanat et aussi Chambre de l'agriculture. Les pépinières sont des dispositifs immobiliers, donc qui vous permettent de loger vos bureaux ou votre atelier dans des conditions progressives de loyer et avec des loyers qui sont inférieurs au prix du marché. Et puis les organismes d'accompagnement, que je représente, et vous pouvez avoir accès à, généralement les conseils régionaux ont des portails où vous pouvez cibler qui sont vos interlocuteurs locaux. Alors il y a aussi des interlocuteurs en ligne. Tous les organismes aujourd'hui sont en capacité de faire et de la visio et du présentiel, en fonction de vos besoins et de vos rythmes d'accompagnement. Merci Amélie. Donc, comme vous avez pu le constater, Amélie et Nathalie nous ont délivré de nombreuses informations. Sachez que vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Je vais vous expliquer dans un second temps en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle. Mais avant d'aborder ce service, je vais vous présenter le dispositif démissionnaire dont Amélie a parlé tout à l'heure. Donc, il est né de la réforme de 2018, qui date de novembre 2019. Et ce dispositif va permettre de bénéficier de vos allocations retour à l'emploi dès votre démission pour un projet de création ou reprise d'entreprise ou de reconversion. Alors, pour pouvoir en bénéficier, il faut remplir des conditions d'accès, c'est-à-dire qu'il faut être en CDI, il faut avoir donc au moins 5 années d'activité salariée en continu, alors ça peut être dans une ou plusieurs entreprises, avoir un projet de création considéré comme réel et sérieux donc par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Donc ça, c'est un dispositif qui est géré par l'association Transition Pro. Et donc, pour vérifier son éligibilité, on peut se rendre sur un simulateur. Vous avez le lien. Et le recours au conseil en évolution professionnelle est obligatoire pour mobiliser ce dispositif en amont de la démission. Et il va permettre de justifier du caractère réel et sérieux. Nous allons aborder les différentes étapes de ce dispositif. Alors, la première étape, c'est vérifier l'éligibilité, en particulier donc bénéficier d'un contrat de travail en CDI
et de justifier de 5 années d'activité salariée en continu. Comme je vous l'ai dit, le passage devant un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire, donc il faudra prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va donc vous appuyer sur l'élaboration de ce qu'on appelle le volet CEP. En gros, c'est un dossier à déposer auprès des services de transition pro et le conseiller en évolution professionnelle va vous aider à élaborer ce dossier en ligne et à rédiger les différentes étapes de votre projet. Une fois le dossier déposé chez Transition Pro, il va être instruit par la commission paritaire qui va vous délivrer une notification qui sera valable pendant 6 mois et qui va vous permettre de préparer votre démission pour vous inscrire chez Pôle emploi. Donc, la commission dispose de 2 mois pour donner sa réponse. Et ensuite, si vous avez donc un refus de la commission, vous pouvez bien évidemment déposer un recours auprès de cette commission. Alors, le rôle du conseiller, donc l'objectif là, il va être d'avoir un rôle de facilitant, c'est-à-dire absorber la difficulté au maximum et donc orienter vers les bons interlocuteurs, vers les bons organismes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour formaliser par exemple un business plan. Il va être là pour vous donner des informations et il va être là pour vous rassurer et pour vous remotiver parce qu'il y a des phases où on est un peu stressé. Donc là, il va être là en appui à la remobilisation. Il va travailler avec vous sur la stratégie et il va vous orienter vers les organismes d'accompagnement comme Amélie et Nathalie vous ont présenté les différents services. Et puis, il va vous appuyer sur le dispositif, la procédure du dispositif. Là, quand il s'agit du dispositif démissionnaire, on a vu qu'il allait vous appuyer sur l'élaboration du projet, du dossier en ligne. Vous allez aborder avec lui les différents financements, quel financement mobiliser, et puis comment quitter l'entreprise, préparer la démission éventuellement ou la rupture conventionnelle, tout dépend de la modalité dont vous allez utiliser pour quitter votre entreprise. Donc, au niveau du conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, le conseil en évolution professionnelle, il définit comme constituant un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. C'est un service qui est public, il est gratuit, il est confidentiel, c'est-à-dire que tout ce qui se dit en entretien reste confidentiel, il est neutre, il est accessible et c'est un service de proximité et bien évidemment, il est impartial. Au niveau du déploiement de ces services, alors un opérateur de conseil en évolution professionnelle est dédié en fonction des différentes typologies de public. Concernant les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, nous allons retrouver le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE pour la Guyane, Retravailler pour la Réunion, Axis pour la Martinique et Antea RH pour la Corse. Par salariés du secteur privé, on entend les salariés qui sont en CDI, les salariés qui sont en CDD, les intérimaires, les intermittents, et par indépendants, on entend les artisans, les professions libérales, les commerçants, les exploitants agricoles, et ce, quel que soit l'âge et le secteur d'activité. Donc, ce sont les opérateurs pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. Quand on a un statut cadre, qu'on est salarié et qu'on a un statut cadre, notre opérateur dédié, c'est l'APEC. Quand on est demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi. Lorsqu'on a moins de 26 ans, ça sera l'Union nationale des missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, on s'orientera vers Cap emploi. Alors, le service de conseil en évolution professionnelle va aborder différents sujets de mobilité et vous avez la possibilité de nous solliciter pour des questions
liées à l'évolution professionnelle, au développement des compétences, à la reconversion ou à la transition professionnelle, à la reprise ou à la création d'entreprise, à la certification professionnelle et à la mobilité interne ou externe. Par mobilité interne, vous pouvez très bien nous solliciter pour travailler sur une stratégie visant une évolution à l'interne, pour travailler sur un entretien professionnel. Et en termes de mobilité externe, vous allez pouvoir nous solliciter pour travailler sur un CV, pour un entretien de recrutement, une lettre de motivation. Voilà, les thématiques sont variées. Au niveau du service, comment il se compose? Donc, il se compose en 2 niveaux de service. Le premier niveau, c'est un conseil individualisé et adapté qui va permettre au salarié d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information. Ça peut être sur des métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. C'est très varié et on va pouvoir travailler sur l'identification des démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Ça, c'est le premier niveau de conseil. Et ensuite, on va accéder à un deuxième niveau de conseil qui est l'accompagnement personnalisé. Et là, la personne va accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité de son projet. Elle va construire un plan d'action pertinent et être accompagnée dans sa mise en œuvre. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle en vous rendant sur notre site internet, dans la rubrique « Je trouve mon conseiller » sur le site www.mon-cep.org. Voilà, donc Amélie et Nathalie, on va aborder les questions parce que je vois que le temps passe. Et donc, je vais prendre quelques questions. Alors, la première, quelles sont les grandes lignes du dossier à déposer à la commission pour le dispositif décrit? Donc, on a, dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, on a ce qu'on appelle le volet CEP qui va reprendre, dans le cadre du projet de la création ou reprise d'entreprise, qui va reprendre des éléments clés de l'étude de marché. D'où l'importance de réaliser une étude de marché, puisque ce qu'on va vous demander dans le volet CEP, ça va être vos clients, ça va être vos ressources financières, ça va être le statut juridique. Voilà, donc c'est plein d'éléments que vous allez reprendre de l'étude de marché et que vous allez repositionner dans votre dossier en ligne pour Transition Pro. Si je peux compléter là-dessus, hein, ce qui est important, c'est de pouvoir raconter vos démarches et ce que vous avez fait pour montrer en quoi votre projet il va réussir en fait. On vous demande pas des choses incroyables, mais tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi une compétence. C'est pour ça que c'est intéressant de pas le faire seul. C'est que pour vous, parfois, ça semble évident, mais celui qui le lit, est-ce qu'il le comprend bien de la manière dont vous voulez le raconter? Donc voilà. Après, si votre projet il est bien construit, généralement, le passer à l'écrit, c'est voilà, c'est une formalité. Mais quand c'est bien, voilà, faut pas faire l'inverse, quoi. Merci Amélie. Une autre question, comment se faire aider pour réaliser une étude de marché? Rendez-vous à BGE ou en CCI ou... Et puis surtout, le fait, ne sous-traitez pas cette partie-là. Oui. Vous voyez parfois, je sais, pour ceux qui habitent dans des grandes métropoles, vous avez parfois des jeunes gens qui vous interrompent, qui font une étude de marché pour Danone ou pour L'Oréal, etc. Ok, eux, ils peuvent sous-traiter à des jeunes, ils ont un questionnaire, etc. Quand on démarre, quand on est jeune créateur, l'étude de marché, c'est quoi? C'est parler à ses clients. Parler à ses fournisseurs, parler à ses concurrents. Donc, c'est les comprendre. Donc, il y a plein de méthodes pour faire une étude de marché, mais il faut parler à ces gens-là. Alors, soit vous leur parlez, on parle souvent de l'enquête dans le cadre d'une étude de marché pour comprendre les attentes, les besoins des clients, comment ils achèteraient, comment ils veulent être informés de l'existence de votre offre, etc. Donc, en fait, c'est comprendre l'autre,
comprendre son concurrent, donc celui à côté duquel on doit se positionner, et comprendre celui à qui on va vendre pour pouvoir lui donner ce qu'il attend. Parce que ce que vous voulez vendre, c'est bien, mais ce qui est important, c'est ce que le client est prêt à acheter et les raisons pour lesquelles il sera prêt à acheter. Donc, en fait, une étude de marché, c'est parler avec les autres. Que vous parliez en face à face, donc on appellerait ça plutôt une enquête qualitative, où c'est parler par un questionnaire, donc c'est faire parler l'autre via un questionnement. C'est là que ça devient très compliqué, il y a beaucoup de règles et puis vous allez mettre beaucoup de biais dans votre questionnaire, donc il faut vraiment se faire aider par quelqu'un qui a un regard totalement neutre sur votre offre. Et c'est normal, moi j'ai mis en place des nouvelles offres pour les chambres de commerce et d'industrie, je suis expert en entrepreneuriat depuis 25 ans, j'ai demandé de l'aide à un expert. Alors que j'enseigne l'entrepreneuriat, j'enseigne les études de marché. Enfin, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Enfin, vraiment, je maîtrise mon sujet. Sauf que à partir du moment où j'étais concernée, moi et les CCI, je me suis fait aider par quelqu'un. Donc, faites pareil. Faites-vous aider par quelqu'un pour cette structuration de votre méthode de parlage avec les clients. Voilà. C'est quoi la meilleure façon de parler avec vos clients et de comprendre vos clients et vos concurrents. Et avec vos clients, c'est comprendre aussi les clients qui sont chez vos concurrents. Pourquoi ils sont chez vos concurrents? Qu'est-ce qui ne leur plaît pas chez leurs concurrents? Et qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver ailleurs? Parce que ça va être un moyen de capter des clients et de les récupérer d'un autre acteur. Donc, oui, on peut vous aider, que ce soit les BGE ou les CCI, pour structurer votre méthode d'étude de marché, mais il n'y a que vous qui pouvez la faire. Et puis, pour compléter ce que dit Nathalie, donc moi, j'applaudis des deux mains sur cette vraie phase d'écoute, mais c'est aussi une manière de commencer à rentrer en relation et de nouer des liens de confiance et de créer de l'attente, en fait, par rapport à votre activité. C'est-à-dire que la manière dont vous allez réaliser votre étude de marché, ça incarne qui vous êtes, comment vous allez vendre. Donc, ça peut faire une sorte de teasing, si je peux avoir ce raccourci-là, de dire « Ah, mais tiens, en fait, je vais interroger Madame Machin parce que moi, j'aimerais vendre des stylos bleus et je voudrais savoir comment elle consomme ces stylos bleus. » Peut-être qu'elle, après, ça va créer une attente et ce sera vos premiers clients. Ce seront vos premiers clients. Donc, dans cette étude de marché, c'est important aussi de la penser comme une première étape dans votre démarche commerciale parce que c'est l'impression que vous allez renvoyer à vos concurrents, à vos fournisseurs, à vos clients. Et puis dans les concurrents, et j'arrêterai là, mais dans les concurrents, pensez bien à tous les concurrents, c'est-à-dire par rapport à votre client, quelles sont les alternatives que lui il a. Parce que bien souvent, on a des entrepreneurs qui nous disent « Mais moi, j'ai pas de concurrent, donc tout va bien ». En fait, s'il n'y a pas de concurrent, généralement, c'est qu'il n'y a pas de marché, donc tout va pas bien. En revanche, c'est peut-être que vous avez une singularité et quand je fais je ne sais quoi, mais moi je fais du massage assis comme ci comme ça, donc personne ne fait pareil que moi. Si, parce que le client, peut-être que lui, il va faire, je sais pas, de la sophrologie ou je sais pas quoi, et que au final, pour le client, en fait, il a une offre alternative. Donc, la concurrence, c'est large. Le concurrent, c'est pas la personne qui fait exactement comme vous à la virgule près. C'est la personne qui est capable d'adresser le même client pour le même besoin ou pour un besoin similaire. Donc, sur l'étude de marché, ouvrez grand le spectre d'études de la concurrence. Pour compléter et pour vous montrer à quel point ça peut être des produits différents, la Visio, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un des plus gros concurrents de la SNCF ou d'Air France. Puisque il y a 5 ans, cette conférence, on l'aurait faite en présentiel et Amélie et moi, on aurait pris le train pour aller se rendre dans une salle, etc. Et là, on n'a plus besoin. La cantine ou la salle de pause d'une entreprise, c'est l'un des plus gros concurrents de toutes les boutiques de restauration rapide qui sont dans la rue. Vous voyez bien que c'est des choses différentes, mais ça répond au même besoin. Donc, vraiment, Amélie a raison. On a trop souvent « Ah, mais j'ai pas de concurrent ». Si, vous en avez beaucoup. Merci Nathalie. Une autre question, si vous voulez bien. Alors la question c'est, si je veux faire du freelance, est-ce qu'il faut que je crée une entreprise? Oui, freelance, c'est une entreprise. À partir du moment où vous avez une activité professionnelle qui vous rémunère, vous devez avoir un cadre juridique pour le faire. Je ne parle pas de vendre 3 chemisiers sur une plateforme. Ok, je ne parle pas de ça.
Je parle quand ça devient professionnel et que vous allez en tirer une rémunération. Donc oui, il y a pas, vous devez systématiquement avoir un cadre juridique. Créer une micro-entreprise, si c'est juste pour faire quelques ventes comme ça, c'est une demi-heure. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une complexité absolue, mais il faut un cadre juridique. Et ça s'étudie parce que freelance, il faut étudier l'activité. Freelance, c'est quoi? Est-ce que c'est une activité artistique? Est-ce que c'est une activité commerciale? Enfin, voilà, il faut l'étudier parce que le cadre juridique du freelance, il y en a plusieurs. Parfois, ça nécessite pas forcément de créer une entreprise. Certains vont passer, par exemple, par des sociétés de portage salarial. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il faut le cadre juridique, que ce soit une création par le chemin A, B ou C. Mais en tout cas, il faut un cadre juridique. Ça se fait pas comme ça. Même si on se dit, tiens, mais moi, c'est que pour quelques missions. Merci. Une autre question. Si la démission est déjà effective, le dispositif démissionnaire peut-il être tout de même envisagé? Non, puisque le rôle de la commission, c'est de statuer sur le caractère réel et sérieux du projet. Et donc, si la démission a déjà été effectuée, vous ne pouvez pas prétendre au dispositif démission de reconversion pour création d'entreprise. Alors, j'ai une autre question, toujours sur le dispositif d'émission reconversion. Actuellement en congé de création d'entreprise, alors est-il possible de bénéficier du dispositif démissionnaire? Alors, en congé de création d'entreprise, donc si vous êtes en congé, donc vous ne pouvez pas bénéficier du dispositif démissionnaire. Vous devez être salarié en CDI et en activité. J'ai une autre question. Alors, peut-on bénéficier actuellement en année sabbatique? Puis-je bénéficier du dispositif d'émission pour création d'entreprise? Non, puisque vous êtes en année sabbatique. Certains congés ne sont pas pris en considération dans les 5 années d'activité en continu. Seuls les congés pour arrêt maladie, maternité, et puis il doit y en avoir encore un autre, sont pris en considération comme activité salariée en continu, mais un congé sabbatique n'est pas considéré comme tel. Alors, quid des salariés en portage salarial? Sont-ils considérés comme des salariés ou bien des entrepreneurs? Alors, juridiquement, ce sont des salariés. Et dans la posture, il faut qu'ils soient entrepreneurs, puisque l'idée, c'est qu'ils se rémunèrent. C'est eux qui génèrent leur rémunération. Donc, il y a bien nécessité d'être entrepreneur dans le sens où toutes les composantes du projet qu'on a évoquées tout à l'heure, l'offre, la capacité à vendre, à gérer, à savoir établir correctement ses prix, ses charges, etc. Tout doit être au rendez-vous. C'est juste le cadre juridique qui fait que on est sur une rémunération qui passe par un portage salarial. Donc, il y a une feuille de paye qui est établie par la société de portage salarial. Donc, juridiquement, c'est salarié. Merci Amélie. Une autre question. Alors, l'INPI est-il une démarche obligatoire lorsqu'on veut travailler sous forme de freelance? La même question, en fait, l'INPI, c'est le canal pour faire son immatriculation en ligne. Mais vous pouvez très bien faire votre immatriculation en vous rendant dans un centre de formalité d'entreprise, donc physiquement, dans une CCI ou CMA en fonction de votre activité. C'est juste l'outil informatique pour faire sa déclaration en ligne. Donc, même chose que tout à l'heure, freelance, ça dépend ce que ça recouvre. Et oui, il faudra un cadre juridique, quel qu'il soit. Très bien, merci Nathalie. Alors, une question sur les aides. Quelle différence entre l'ACRE, l'ARS et l'ARE? Alors, quelle idée d'avoir les mêmes lettres. L'ACRE, c'est l'exonération de charges sociales qui est une aide qui provient de l'URSSAF. L'ARS, c'est l'aide qui est dispensée par Pôle emploi, qui permet de toucher des allocations chômage
soit sous forme de capital, soit sous forme de maintien des allocations chômage sur le démarrage de l'entreprise. Et ARE, ça veut dire allocation de retour à l'emploi, donc c'est les allocations chômage. Donc on peut cumuler l'ACRE et l'ARS permet de maintenir les ARE. Très bien, merci. Une autre question. Alors, qui peut nous aider pour définir le statut le moins risqué en fonction de notre situation personnelle? Ce n'est pas le statut qui limite le risque, c'est votre travail sur votre projet. C'est avec soit un accompagnateur de votre BGE local ou de votre CCI. C'est ce qu'on disait, ça dépend de votre situation. Après, il n'y a pas de statut risqué. Il y en a qui se protègent un peu plus, encore qu'aujourd'hui, ils sont tous assez protecteurs. Mais si vous gérez correctement, si vous travaillez bien votre projet, vous structurez bien votre projet et que vous êtes un peu rigoureux dans la gestion, je ne dis pas qu'il y a zéro risque. Vous pouvez très bien vous planter, mais se planter ne veut pas dire se retrouver dans la rue. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut, c'est éviter quand on commence à voir qu'on ne peut pas payer ses cotisations sociales ou sa TVA, etc., c'est ne surtout pas faire l'autruche et tout de suite, dès le premier signe de difficulté, aller se faire aider. Donc, c'est anticiper, prévoir, faire un plan de trésorerie, se dire « Ah mince, j'ai une grosse dépense qui va tomber, mais j'ai pas assez de ressources. Comment je vais voir avec ma banque, j'anticipe pour éviter qu'elle me mette des frais, etc. etc. » Donc, c'est logiquement, en structurant bien son projet, en le préparant bien, bien sûr que vous aurez des aléas, bien sûr que rien ne va se passer comme prévu. Votre job, c'est d'anticiper et surtout de réagir vite et pas laisser les choses… le côté mais ça ira mieux la semaine prochaine, ça fonctionne pas en fait. Pas la peine. Merci Nathalie. Une autre question. Selon les activités, le lieu de dépôt des statuts est différent. Greffe, CCI, etc. Non, Peut-on en fait, avoir une clarification? Oui, alors, ça c'est la beauté de l'administration française. En fait, vous avez 3 endroits pour déposer alors c'est pas déposer ces statuts, c'est déposer l'ensemble de ces formalités d'immatriculation. C'est pour ça que le plus simple, c'est éventuellement de le faire éventuellement en ligne, encore que. Vous avez les chambres de commerce et d'industrie si vous avez une activité commerciale. Une activité commerciale, ça veut pas dire une activité, c'est pas que un commerce, c'est pas que une boutique. C'est à partir où vous faites de l'achat et de la revente. Donc, ça fait quand même beaucoup d'activités. Vous allez en chambre de métier et d'artisanat si vous avez une activité artisanale. En général, les artisans savent qu'ils sont artisans. Et vous allez à l'URSSAF si vous avez une activité libérale. Alors, vous pouvez aller aussi dans votre CCI si vous avez une activité libérale. En général, les CCI acceptent aussi désormais les professions libérales. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de votre activité. Si vous faites votre déclaration en ligne, vous avez qu'un seul site et ça partira ensuite chez la CCI, la CMA ou l'URSSAF en fonction de votre activité. Merci. Une autre question. Est-ce qu'il est obligatoire de trouver le lieu de son projet avant de faire l'étude de marché ou le business plan? Alors, le business plan, on va peut-être clarifier. Le business plan, c'est un document de communication. C'est à la fois un document de travail pour vous qui vous fait, c'est votre recette de cuisine. Voilà, on va faire simple. C'est votre recette de cuisine avec les ingrédients, mon projet, mes équipes, etc. Et tous les comment. Comment je vais développer mon business. Donc, votre business plan, c'est pour vous, c'est votre livre de recettes. Et puis, pour l'extérieur, c'est un document de communication parce que vous allez peut-être avoir besoin de fournisseurs, de distributeurs, d'argent. Il faut bien que ces gens-là comprennent ce que vous voulez faire, ce que vous allez apporter, ce que vous allez gagner en termes financiers également, surtout si c'est une banque. Donc un business plan, c'est ça. Donc, c'est le document qui va dire voilà ce que je vais faire. Ok, voilà comment je compte m'y prendre. L'étude de marché, c'est juste une partie que vous allez mettre dans votre business plan. Donc, oui, pour faire l'étude de marché, en fait, alors vous avez 2 solutions. Si vous parlez d'une implantation physique pour une boutique, par exemple, c'est quand même pas mal de savoir déjà à peu près où vous allez vous situer. Ou alors, vous analysez, si on prend Paris, alors moi, par rapport à mon offre, il me faut plutôt des gens qui sont de cette situation financière, plutôt qui ont des maisons, qui sont en appartement, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, etc. Et donc, vous étudiez la ville et vous voyez, ah, mais tiens, là, il y a beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, donc ça m'intéresse d'être plutôt là. Donc, vous allez plutôt travailler par rapport à un quartier. Et puis petit à petit, parce que c'est bien beau de vouloir être dans la rue machin au numéro truc, mais il n'y a peut-être pas de boutique disponible dans la rue machin au numéro truc.
Donc, vous allez cibler plutôt un quartier et puis ensuite vous implanter. Maintenant, si vous dites, je vais faire une étude de marché et puis demain, j'irai peut-être à Limoges, à Marseille ou à Gap, là, c'est compliqué puisque c'est pas du tout, surtout si vous avez un commerce. Si c'est un truc en ligne, vous pouvez même être en Guadeloupe si vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais si vous êtes sur une implantation physique pour faire du service à la personne, pour faire du commerce, une cordonnerie, je ne sais quoi, vous avez besoin de savoir, c'est pas du tout la même clientèle si vous êtes à Gap, à Marseille ou à Limoges. Donc, il faut quand même que vous ayez une idée de votre implantation, même si vous n'avez pas encore la rue précise. Merci Nathalie. Donc, nous allons clôturer notre présentation puisque nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Il y a beaucoup de questions, hein, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, je voulais vous remercier pour votre écoute, remercier Amélie et Nathalie pour leurs interventions. Et sachez que vous avez la possibilité de retrouver le replay du webinaire sur www.semaine-évolution-professionnelle.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.